courant. En 1976, il y a eu le fameux rapport COPEX, vers les années 80. Un des premiers livres sur l'inclusion des élèves en difficulté, j'étais le co-auteur avec Georgette Goupil, que certains connaissent bien sûr. C'était un ouvrage qui s'intitulait comme par hasard, l'intégration des enfants en difficulté en classe ordinaire. On disait régulière à l'époque. Vous voyez que le débat part de loin. Parce qu'on se rendait compte qu'il y avait une inclusion sauvage. C'était le mot qu'on employait. On incluait, on intégrait dans les classes des élèves sans vraiment leur donner les soins nécessaires ni les services nécessaires. Vous voyez que le débat est quand même très ancien. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Très sommairement, 3 points qui me préoccupent, et je vais les résumer très brièvement. Le premier, c'est que forcément, moi, je travaille en formation des maîtres à l'UQAM, en adaptation scolaire, et ainsi de suite. Et je reçois chaque semaine dans ma classe des gens qui ont de 25 à 30 ans et même plus, qui font des maîtrises, et qui vivent chaque jour ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire une surcharge de travail, une impossibilité d'apporter des soins réels dans le contexte de la classe ordinaire. Entendons-nous bien. Quand on dit classe spéciale, ce n'est pas l'horreur. Ce sont des dispositifs accessibles, adaptés aux élèves. Et on peut parler de classe ressources, répit, il y a tout un vocabulaire. Donc, des dispositifs adaptés à la carrière. Et vraiment, et non pas fermés. On pense à ghetto, c'est une erreur. C'était l'ancien régime, ça, c'est pour revenir aux vraies choses. Alors, il y a tout à réfléchir là-dessus. C'est le premier point. Donc, le fait d'imposer ce fardeau-là assomme les enseignants. Ils ne peuvent pas faire leur métier véritablement. Qui en souffre? L'élève en difficulté lui-même, qui prend du retard, forcément, et il se sent un peu à part des autres. On a vite compris ça, et ça, on n'insistera pas trop outre mesure. L'autre point, bien sûr, c'est les autres élèves dans la classe, qui sont mal pris parfois dans ces situations-là. Donc, il faut les aider forcément à se situer, leur expliquer ce que c'est que le handicap, la différence, les ouvrir sur le monde. Je suis entièrement d'accord et j'écris, je fais des recherches là-dessus et plein de gens ici le savent très bien. Le troisième point, c'est que forcément, c'est inévitablement les limites qu'impose une intégration absolue, totale en classe ordinaire. Je le répète, et ça veut dire quelque part aussi qu'il y a des droits. Et je respecte tout à fait les droits des personnes en difficulté. Je suis un des premiers à souscrire à ces droits-là. Il y a aussi les droits des élèves dits sans besoin particulier, auxquels il faut penser également. Et il y a un petit point, je termine là-dessus parce qu'on n'a plus de temps. Le titre de mon intervention était « Se concerter pour donner à chaque élève la possibilité de se développer et d'apprendre dans les meilleures conditions possibles. » Je le répète volontairement, se concerter. Ça veut dire se mettre ensemble. Éviter des collisions inutiles, des affrontements qui sont pas... Je ne parle pas de nier le débat, on s'entend bien, mais des affrontements inutiles nous font perdre du temps. Il faut aller assez vite au sujet pour aborder les vrais sujets dans le respect de la personne. Voilà ce que j'avais à dire. Et je crois que ça vaut la peine aussi de dire à quel point, puisque j'arrive tout à fait un peu en fin de parcours, que tout ce qui a été dit me paraît le reflet d'une réalité qui est très quotidienne dans ma pratique à l'université, comme chercheur et comme praticien. Voilà. Merci beaucoup. Merci.